Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à ce numéro de rencontre de culture. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du canton de Sinder, dans la région de Tillabéri. Nous allons découvrir ce canton du point de vue historique, culturel et socio-linguistique. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de l'honorable chef du dit canton, Dr Mamoudou Harouna Djinguéré. Bonsoir. Bonsoir. Tout le plaisir est pour nous d'être reçus par vous, honorable. Merci. Merci beaucoup. Merci. Un peuple sans culture est un peuple sans âme, a-t-on coutume de dire. Et le reflet de l'identité culturelle d'un peuple, c'est d'abord les valeurs traditionnelles, le respect que nous devons à la chefferie traditionnelle. Cette chefferie qui est aujourd'hui sur ce plateau n'est pas de moindre. Et nous allons commencer, avant de parler de l'historique du canton de Sinder, de demander avec plaisir nos téléspectateurs de leur permettre de découvrir qui est d'abord l'honorable chef actuel de Sinder, Dr Mamoudou Harouna Djinguéré. Merci. Donc, comme tout ressortissant du canton, je suis né à Sawani, chef-lieu du canton de Sinder, où j'ai fait mes études primaires. Ensuite, le CEG de Tillabéri, le lycée de Tawa, le lycée Issa Korombe de Niamey, l'université de Niamey, la faculté de médecine, où j'ai reçu mon diplôme de médecin. J'ai travaillé dans l'armée aussi à Ngourti, avant de revenir comme médecin-chef de Walam, de Kolo, du service national de participation de Ndunga, directeur régional de la santé de Tillabéri, avant d'aller faire des études de spécialisation en santé publique, épidémiologie à Los Angeles et revenir travailler comme directeur de la surveillance au SNIS, la surveillance et la réponse aux épidémies. Et en 2002, j'ai été recruté à l'OMS, où j'ai travaillé 20 ans dans la préparation et la réponse aux épidémies et aux urgences sanitaires. J'ai pris ma retraite de l'OMS en avril 2022 en tant que représentant de l'OMS au Bénin. J'ai été recruté ou élu chef de canton de Sinder en décembre 2015 et depuis là, je veille aux destinées du canton. Merci, honorable. Donc, depuis 2015, vous êtes à la destinée du canton de Sinder, un canton qui tire ses origines lointaines dont on va évoquer avec vous. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous retracer brièvement, en tout cas, l'historique du canton de Sinder? Merci. Le canton de Sinder a été créé en 1810. Le fondateur Tondo Dialey est venu de Mali, donc de la région d'Ansango, un canton qui s'appelait aussi Bourra, qui fait que quand les gens sont venus ici, à l'origine on appelait Sinder Bourra, de l'appellation du canton d'origine. Donc, suite à différentes difficultés, notamment aux attaques terroristes, aux attaques Touareg, et à des difficultés aussi au niveau du foncier, Tondo Dialey a jugé utile de quitter pour aller chercher des terres favorables. C'est ainsi qu'il est allé voir Alpha Maman Diabo de Saï pour lui dire qu'il voudrait émigrer ici au Niger. Donc Alpha Maman Diabo lui a donné une gourde avec des bénédictions. Il a dit de lancer la gourde sur le fleuve Niger et de suivre la gourde. Donc ils ont suivi cette gourde-là jusqu'à là où la gourde s'arrête pendant 3 jours, ils peuvent s'installer là-bas. Donc la gourde a cheminé, s'est arrêtée quelques endroits à Ayoru, ils ont déjeuné, ils ont continué. À Tchendaji, ils ont continué également après quelques instants d'arrêt. Et à Sinder, où la gourde est restée 3 jours. Après 3 jours, ils ont sorti la gourde de l'eau et ils se sont installés à Sinder en informant bien sûr Alpha Maman Diabo de Saï, qui a informé les autres communautés, notamment la communauté Kourté, qu'ils ont des étrangers qui sont venus là-bas. Donc, Tondo Dialey était venu ici avec 4 de ses frères. Lui-même Tondo Dialey, donc Zindoko Dialey, Bokar Dialey, Saouda Dialey
Doulaye Dialé. Donc, ce sont ces 5 frères-là qui prédestinent, qui sont éligibles aujourd'hui, leurs descendants, comme chefs de canton de Sinder. Et également, au niveau des villages, également, ils peuvent être élus comme chefs de village. Donc, dans ce mouvement, plusieurs communautés ont suivi Tondo. En plus de ses frères, il y avait 8 communautés qui ont suivi Tondo Dialé pour venir ici. Il y avait les Bebo Boro, il y avait les Koche Boro, il y avait les Bessa Boro, la communauté même de Tondo, il y avait les Alide Boro, il y a les Bonkadjare, Koche Bore, Marigunji Bore, Tora Bore, les Yuni Bore. Donc il y avait 8 communautés qui ont quitté leur village pour suivre Tondo dans cette migration. Donc une fois installés ici, ils ont commencé à occuper petit à petit les îles qui ont formé le canton de Sinder. Sinder, même par définition, c'est un chef gourmandier qui vivait là-bas et c'est son nom qui a été donné à ce village. En somme, honorable, parlons maintenant de ces premiers hommes, de ces pères fondateurs du canton de Sinder. De quoi vivaient-ils? Ils étaient quoi? Des animistes, des musulmans? Ils vivaient de quoi comme substance vitale? À cette époque, ils étaient mixtes. Certains étaient musulmans, d'autres pratiquaient encore l'animisme. Oui. Ouais. Mais c'est surtout avec l'avènement en 1940 de Djingare Ibrahim qu'il avait forcé tout le monde à se convertir à l'islam. Avant, il y avait une seule mosquée de vendredi. Une fois par mois, les gens allaient à Saï pour faire la prière de vendredi. Et le reste du temps, ils priaient à Sinder. Donc tous les sortants du canton venaient à Sinder pour faire la prière du vendredi. Donc avec le chef de canton Djingare Ibrahim qui a été élu en 1940, il a démocratisé un peu, il a autorisé tous les villages à faire la prière du vendredi dans leur village. Les enterrements également se faisaient au niveau d'une seule île qui s'appelait Mansare. Il a également autorisé les gens à faire les enterrements désormais chacun dans son village. Donc ça a facilité les gens et ça a facilité aussi le développement de la religion musulmane dans le canton. Honorable, comme tout canton, le canton de Sinder partage avec nous et les téléspectateurs quelques dates historiques ou quelques dates en tout cas, ou événements qui ont marqué en tout cas la vie, l'histoire de ce canton. Pouvez-vous un peu brièvement nous parler de quelques dates, que ce soit dans la construction, dans l'évolution ou dans l'emplacement ou dans les activités quotidiennes de ces pères fondateurs-là, des dates en tout cas qui méritent d'être citées avec nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Comme je le disais, en 1810, c'est l'arrivée du père fondateur et son équipe à Sinder. Donc déjà, en 1868, il y avait une guerre avec les Touaregs. Il y a eu une grande guerre et les gens de Sinder étaient alliés avec les gens de Bankilare contre les gens de Bibiargou. Les gens de Sinder et Bankilare ont été victorieux et Bankilare a eu son indépendance. Donc après cela, pendant le règne de Aliou, pendant le règne de Boulkassim Mahamadou, il y a également aux alentours de 1884 une grande guerre qui a opposé les gens de Sinder et les gens de Djambala, avec beaucoup de pertes en vie humaine. Ensuite, au temps du règne de Oumarou Jibrila, 1886-1894, il y a eu également une guerre qui a opposé un nommé Madou Seyidi, qui était chef de canton de Bourra et qui est venu récupérer Sinder, parce que Sinder a quitté Bourra pour venir ici. Il y a eu une grande guerre qui a duré 2 ans, qui s'est déroulée de Wissili jusqu'à Ambida. Et finalement, Madou a fui au Nigeria, au niveau de Bagoudo actuellement. Sa tombe est là-bas et c'est devenu un lieu de pèlerinage. Donc les colons sont venus à Sinder en 1899. Ils ont trouvé un roi qui s'appelait Atiku Mohamedou. Après une guerre avec Atiku Mohamedou,
Atiko a été vaincu et il s'est exilé lui aussi à Bagoudo, là où Madou Seydi est parti avant lui à Bagoudo au Nigeria. Donc il a été remplacé par son cousin Ousmane Djibrila en 1889. Donc les colons se sont installés, mais finalement Atiku Mahamadou est revenu quand même mourir à Sinder quand il était devenu vieux. Donc après cela également, il y a un autre chef de canton de Bourra, Siaka Moussa, qui également a abandonné, puisque la chefferie avant se faisait c'est le plus vieux à qui on donnait la chefferie. Donc Siaka Moussa, chef de canton de Bourra, quand le chef de canton de Sinder est décédé, il a préféré venir être chef de canton de Sinder que de rester chef de canton de Bourra à Ansongo au Mali. Donc un autre événement marquant a été en 1940 l'élection de Djingare Ibrahim, qui a permis à tous les villages d'avoir leur mosquée et d'avoir leur cimetière au lieu de venir jusqu'à Sinder faire les enterrements. En 1943, le chef-lieu du canton fut transféré de l'île de Sinder sur l'île de Sawani, l'actuel chef-lieu de canton, qui est une île beaucoup plus grande et une île où il y a beaucoup plus de possibilités que Sinder, qui était une petite île. Donc les événements se poursuivent maintenant avec la colonisation et l'administration coloniale qui a pris place maintenant. En somme, on peut dire qu'un rôle déterminant a été joué par vos prédécesseurs pour qu'aujourd'hui le canton de Sinder puisse exister. Et qu'en est-il maintenant des origines même de ces guerriers qui ont fondé Sinder? Ils viennent d'où? Leur source, leur origine même. Merci beaucoup. Ces guerriers sont des Sanrai. Et je vais me référer au tableau généalogique qui est là. Et comme vous le voulez, vous le voyez, ce sont des descendants directs de Laskia Mohamed. Les tout premiers chefs, comme je dirais, Tondo Djalé, qui est le leader, son frère Zindoko Djalé, Bokar Djalé, Saouda Djalé, Doulaye Djalé. Donc tous, c'est des descendants de Djalé Sori. Après Sori Arkari, Londo Babam Foudou Sidiki Sambay Gourey Isaka Daouda Mamar Askia Mohamed. Donc ce sont cette généalogie qui va jusqu'à Laskia Mohamed. Ce sont eux qui président aujourd'hui la destinée du canton de Sinder. Alors, donc de Tondo Djalé à moi, moi je suis le 22e chef de canton de 1810 à 2015 où j'ai été élu chef de canton de Sinder. Et qui parmi ces personnes ou ces guerriers, en tout cas ceux qui ont plus duré au trône, comme on dit, en tout cas leur date ou leurs années de règne, si possible? Celui qui a le plus duré, c'est Djingare Ibrahim, qui a fait 43 ans. 43 ans de règne, de 1940 à 1983. Après lui, Mohamed Djingare a fait 26 ans et Tondo Djalé lui-même a régné 20 ans. Donc voilà ceux qui ont le plus duré à la chefferie. Mais il y a également eu des bâtisseurs. Par exemple, Zindoko Djalé, c'est lui qui a transféré le marché de Sinder à Sakwara. Et il a fait un canal, on a creusé l'île de Sawani pour faire passer les pirogues de Sinder à Sakwara. Il a également fait un autre canal sur l'île de Djonté pour permettre aux pirogues de passer pour aller à la rive droite. Il a également fait un autre canal sur l'île de couper les îles de Sawani et Soudani pour que les pirogues puissent passer facilement sur la rive gauche. Donc ils ont fait beaucoup de travaux comme ça. Également améliorer les passages à gué pour qu'en période de saison sèche, les gens puissent traverser aisément pour aller dans les îles ou pour aller sur la rive droite comme sur la rive gauche. Sinder, ce sont des îles, hein? Ce sont des îles. La plupart de ces villages, c'est des îles. Certains sont sur la rive droite, mais malheureusement, avec les différentes réformes, Terra et Tilaberi, c'était le même cercle. Puis Terra a été séparé de Tilaberi. Il y a eu en 86, malheureusement,
une circulaire du ministre délégué à l'Intérieur qui a demandé à tout ce que les villages qui sont sur la rive droite soient recensés dans les cantons de la rive droite. Et ça a fait beaucoup de difficultés pour nous autres. Les îles sont petites, il y a des inondations, il y a l'accroissement démographique. Ceux qui se sont déportés sur la rive droite ont été contraints en 86 de regagner les îles ou de se faire recenser dans les cantons de la rive droite, alors que leurs activités principales, c'est dans les îles. Donc ça fait aujourd'hui également une grosse difficulté que nous avons, parce que même si le gars ne veut pas, il doit se faire recenser de ce côté. Ça crée dans une situation où des gens se sont fait recenser, d'autres ont refusé, ils sont toujours continués à être dans Sinder, et d'autres profitent de cela, de ce flou-là, pour rester sans ils ne sont ni ici ni là-bas. Voilà. Chers téléspectateurs, comme vous êtes en train de le vivre, de le constater avec nous, nous sommes aujourd'hui à la découverte du canton de Sinder, du point de vue historique, culturel, sociolinguistique. Alors, nous abordons aujourd'hui la question de l'organisation de la chefferie traditionnelle au niveau des Sinder. Comme chaque chefferie, honorable, il fallait une organisation, qu'elle soit sociale, administrative. Parlons-en avec vous, honorable, l'organisation de la chefferie traditionnelle de Sinder. Merci beaucoup. Je crois que dès l'arrivée, les anciens se sont réunis pour fixer qui doit être chef de village et qui doit être chef de canton. Donc les 5 frères qui sont de Tondo, en fait Tondo et ses 4 frères, donc ce sont ces 5 frères-là, leurs descendants, qui sont autorisés à être chefs de canton. Il s'agit de Tondo lui-même, Zindoko, Bokar, Saouda et Doulaye Dialé. Les autres, il y a des frères qui sont restés à Bourra au Mali, qui ne sont pas venus, ils n'ont pas le droit d'être chefs de canton de Sinder, bien que ce sont des parents. Donc ceci a été défini depuis 1910 à leur arrivée, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de problème par rapport à cela. Mais ces descendants aussi ont le droit d'être chefs de village partout, quel que soit le village du canton de Sinder. Voilà. Le chef du canton est élu par les chefs de village. Le chef du canton est élu par les chefs de village maintenant. Mais avant, c'était un collège qui se réunissait pour désigner le plus vieux, sauf s'il ne veut pas. Donc si le plus vieux ne veut pas, on passe au suivant pour lui proposer de prendre la chefferie. C'est ainsi qu'on a procédé jusqu'à l'arrivée de la démocratie où il fallait maintenant être élu par les chefs de village. Alors si on est de l'autre côté du père, c'est vrai, on l'hérite pour certaines chefferies, de l'autre côté du maire ou de l'ama, même si on l'hérite quand même, on ne peut pas être élu, on ne peut pas obtenir la chefferie. Chez nous, la chefferie ne s'hérite pas du côté de la mère, elle s'hérite du côté du père. Du père toujours. Voilà. Comme les autres chefferies aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Mais on sait que dans certaines régions, les filles aussi peuvent devenir reines. Alors, la cour du chef, de quoi est-elle constituée? Qui sont les courtisans? Et comment est organisée la cour du chef? La cour du chef est organisée avec tous les notables du village. Donc, par exemple, avant, le canton était divisé en 3 groupes, en 3 régions. Ceux qui sont le plus en amont, ceux qui sont au centre et ceux qui sont en aval. Et un des frères du chef s'occupe de la gestion de ces différentes portions du canton. Par exemple, c'est lui qui collectait les denrées alimentaires des chefs des champs de chefferie, c'est lui qui les amenait au chef de canton, c'est lui qui collectait également l'impôt qui les amenait au chef de canton. Pardon. Et au niveau du chef même, les courtisans sont là, mais quelqu'un est nommé qui s'occupe de l'accueil des étrangers. Quelqu'un est nommé également qui s'occupe de la propreté du village. Donc, et quelqu'un est nommé chaque fois comme alcali, celui qui dirige la prière du vendredi et les grandes prières. Alors, venons maintenant aux us de coutume. Comme tout canton, quelles sont les principales valeurs culturelles que vous transmettez actuellement aux générations actuelles, puisque vous avez conservé
il y a des pratiques, il y a des cérémonies rituelles qui sont spécifiques au canton de Sinder, honorable. Merci beaucoup. Le canton de Sinder mise beaucoup, enseigne beaucoup la vertu, la responsabilité des jeunes, que ce soit filles et garçons. Ils doivent être bien élevés, bien éduqués, respecter les anciens, respecter leurs collègues également. Au niveau des mariages, par exemple, le jeune garçon, à son premier mariage, il est intronisé comme un chef. Donc, à cette intronisation, tous ses parents, sur l'ensemble des villages du canton, viennent donner quelque chose. Qui donne de l'argent cash, qui donne des champs, qui donne des animaux. Et cela constitue un patrimoine pour le jeune couple avec lequel ils peuvent commencer leur vie d'adulte. Au niveau des baptêmes également, le premier enfant de la jeune mariée doit faire l'accouchement au niveau de chez sa maman. Et c'est en ce moment que le jeune garçon va prouver ce qu'il est en amenant de quoi faire le baptême. Bien entendu également, avant de se marier, il doit aider son beau-père à cultiver les champs. Dans la culture des champs aussi, on a une tradition qui s'appelle plusieurs variantes. La première, c'est ce qu'on appelle le Tcharga. C'est une association d'amis qui décident qu'ils vont s'aider à cultiver. Donc nous sommes 5 ou 10, on se dit que à ton tour, à telle date, on va venir cultiver ton champ. À mon tour, à telle date, on va venir cultiver mon champ. Ça s'appelle Tcharga. C'est toujours d'actualité. Hein? C'est toujours d'actualité. Il y a l'autre aussi qu'on appelle le Bogou. Bogou, c'est les jeunes du même âge également qui se réunissent pour cultiver les champs ou de leurs amis, ou de leur papa, ou de leur grand-père, ou de leur beau-père ou belle-mère. Donc Bogou, c'est les jeunes de même âge. Il y a ce qu'on appelle aussi le Nyawande. Nyawande, c'est les groupes de 2 âges, c'est-à-dire les grands frères et les petits frères font le même groupe, également pour s'entraider, soit dans les travaux des champs, soit dans les travaux d'arrangement des passages à gué, soit dans les travaux d'intérêt collectif. Donc ce sont ces regroupements-là que les gens continuent à respecter jusqu'aujourd'hui quand il s'agit de faire des travaux d'intérêt commun, que ce soit la réfection des routes, que ce soit la construction des classes ou bien des dispensaires ou d'autres activités d'intérêt commun. Alors, en dehors des fêtes nationales et des fêtes religieuses, est-ce qu'il existe des fêtes traditionnelles que les populations de Sinder célèbrent ou une occasion, en tout cas traditionnelle, qui marque un événement ou qui est conservé comme un événement traditionnel local à Sinder? Il y a beaucoup de choses qu'on célèbre. Premièrement, à la fin de la récolte, vous savez, comme les îles sont pleines, les animaux se déportent généralement sur la rive droite. Et une fois la récolte terminée, ils amènent tous les animaux dans les îles, ce qu'ils appellent Karignele. Au cours de ces Karignele-là, les animaux viennent, on a du lait partout, tout est célébré, c'est toujours la fête. À la récolte également, il y a le Kundjihore. Donc les jeunes femmes doivent manger et montrer que leur mari les nourrit très bien. Donc aujourd'hui, ça a tendance à disparaître, mais un peu partout, ça existait avant. Il y a également le bollo. Bollo, c'est la pêche en groupe. On choisit un bras du fleuve qu'on pense être très poissonneux, on bloque un peu en avant, un peu en amont, on prend des racines de garbeille, donc Acacia scorpioides, on pile ces racines-là et on met dans l'eau, ça tue les petits poissons, ça étourdit les grands poissons et les gens ramassent ces poissons-là pour leur alimentation. Voilà, donc il y a ces traditions-là qui sont toujours vivaces. Il y a également tout ce qui est l'art culinaire, toutes les préparations, différentes préparations qui se font. On peut citer certains. Les plats traditionnels. Les plats traditionnels, voilà. Surundu, Gundei, Motel Bali, quand nous on l'appelle Sabanga Bali. Voilà tout un tas d'arts culinaires qui sont préparés au niveau du canton de Sinder et qui, Djardjandou par exemple, qui caractérise effectivement les populations de Sinder. Alors, venons maintenant
à la question des langues et à l'identité socio-linguistique. Un canton comme celui de Sinder étant cosmopolite, sommes-nous en droit de dire quelles sont les principales langues parlées et qui cohabitent, les ethnies qui cohabitent dans le canton de Sinder? Merci beaucoup. L'ethnie majoritaire à Sinder, c'est les Songhai. Il y a des Bella, il y a des Peul, il y a des Hausa. Ces Hausa en majorité sont des pêcheurs venus du Nigeria. Ils ont vécu avec nous, ils étaient, peut-être même que c'était des Songhai qui sont partis là-bas, là, ils ont appris les Hausa, ils reviennent. Et ils font le long du fleuve jusqu'au Mali. Mais à certains endroits, ils ont leur village où ils restent, ils continuent à parler Hausa. Et les Bella aussi continuent à parler Bella. La plupart d'entre nous, soit au cours des pâturages, quand on suit les bœufs, on parle Peul avec les Peuls, on parle Bella avec les Tamajek avec les Bella. Et notre langue Songhai aussi a quelques variétés linguistiques. Par exemple, quand je veux dire à la récolte du riz, on est en train de fermer les sacs. Ici à Niamey, en germain, on dit Igoga Sake Hau. Nous on dit Igoma Sake Hau. Quand tu veux dire Aïfarga, nous on dit Aïnka Farga. Donc c'est une sorte de contraction qui est spécifique qu'on utilise à Sinder et que les autres populations Songhai n'utilisent pas. Alors, honorable, comment se fait alors la transmission des langues-là, mais également la transmission de savoirs traditionnels aux générations, puisque vous avez commencé à parler le premier mariage qui, lors de sa célébration, il y a une fête, il y a vraiment toute une cérémonie qui est faite, mais d'autres savoirs traditionnels qui méritent d'être transmis aux générations, comment ça se fait? L'éducation, en général, elle est familiale. En plus de l'éducation familiale, il y a l'éducation de la communauté. Les jeunes garçons dorment ensemble. Les jeunes filles également dorment ensemble. Et les jeunes mangent ensemble. Par exemple, on fait le tour du village, on mange chez moi, on va chez le voisin, on mange, etc., jusqu'à faire le tour du village. Ça fait un lien de communauté. Il y a également les contes qui sont racontés par les anciens, qui racontent des contes. Ces contes sont des leçons de morale aux jeunes pour pouvoir bien vivre en communauté, pouvoir bien vivre avec les autres. Donc il y a tout ce savoir. Il y a également le savoir religieux également qui est appris au niveau du doudal, comme on l'appelle. Donc l'enseignement religieux, on allume un grand feu allumé par du bois ou bien des tiges de mil ou des tiges de hameau. C'est autour de ce foyer-là que les élèves coraniques apprennent les versets coraniques. L'enseignement de la culture islamique. Voilà, la culture islamique. D'accord. Honorable, venons maintenant à la culture et à l'artisanat dans le canton de Sinder. Ce chapitre, c'est de demander quelles sont les formes d'art et d'artisanat caractéristiques du canton, que ce soit tissage, poterie, sculpture, forge, etc. Merci beaucoup. Il y a plusieurs variétés. Quand vous prenez le côté forgeron, nos forgerons, c'est eux qui nous aident à faire les harpons, c'est eux qui nous aident à faire tout le matériel pour chasser et les gros poissons et les hippopotames et les caïmans également. Donc ces harpons-là, il y a plusieurs variétés. Donc il y a également les lances, les flèches et autres, les épées qui nous permettent de faire la guerre. Et également les matériels agricoles. Donc les forgerons sont très utiles dans le canton de Sinder par leur contribution aux activités de Sinder. Et également les tisserands. Aujourd'hui, c'est une branche qui est presque morte. Les jeunes, trouver un tisserand aujourd'hui à Sinder, c'est extrêmement difficile. Il y a également les griots généalogues qui sont là pour réciter les louanges des gens du canton de Sinder. Donc en plus de ça également, il y a le tissage des nattes. Aujourd'hui, partout où vous allez trouver des nattes tressées et vendues dans les marchés environnants par les femmes de Sinder. Il y a une autre variété de nattes qu'on appelle Dima,
hein, qui est également plus robuste que ça, qui est tressé également par les femmes de Sinder et vendu dans les marchés environnants. Il y a également beaucoup de choses, les calebasses également qu'on faisait avant, les gourdes également, et il y a beaucoup de choses qui se font dans Sinder et vendues dans les marchés environnants. Alors, y a-t-il d'artistes ou d'artisans de renom du canton de Sinder qui méritent d'être cités à cette occasion? Il y en a beaucoup, mais c'est surtout sur le volet chansons qu'on retient certains. Les premiers chanteurs connus au niveau de Sinder, je peux citer Nouné Bossa qui a commencé à chanter. Après Nouné Bossa, il y avait Arbi Bazi. Après Arbi, il y a eu Younous Kane. Après Younous Kane, il y a eu Moral Wali. Après Moral Wali, aujourd'hui, vous avez Zarkou Belia qui chante lors des mariages et anime toutes les cérémonies au niveau du canton de Sinder. Alors, parlons de produits ou des ressources typiques qui représentent la richesse locale du canton. Je vais citer aussi d'autres artistes notamment Soubaï et Hanario, qui aussi ont été des artistes qui ont marqué le jeu. Plus récemment, le grand griot généaliste qui est décédé il y a 2 mois, Garba Hassan Hilli, qui est le dernier griot généalogiste qui est décédé il y a quelques mois. Là. Donc, je ne peux pas passer sans les citer. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Et puisque c'est une zone où il y a l'agriculture, c'est une zone où il y a l'élevage, c'est une zone où il y a la pêche, quels sont les produits ou ressources typiques représentant la richesse du canton même, localement? Quand on voit, on va dire ça vient de Sinder. Voilà, effectivement. Quand vous lisez les récits des premiers explorateurs, ils disent que le canton de Sinder ne connaîtra jamais la fin. Parce qu'ils ont trouvé que les gens cultivaient le maïs, le sorgho, le niébé, la patate douce, le manioc, les courges, toutes sortes de cultures de contre-saison que vous voyez aujourd'hui inondent les marchés étaient cultivés à Sinder. Et le marché de Sinder était florissant. Et les premiers explorateurs, c'est pour ça qu'ils ont dit que le canton ne connaîtra jamais la fin. Il y a l'eau et les gens travaillent. Si aujourd'hui on appelle les gens de Sinder les Wogo, c'est parce que c'est des gens qui travaillent. Wogoy en germain, travailler. Donc c'est ça qui a donné son nom aux gens de Sinder qu'on appelle les Wogo aujourd'hui. Voilà. C'est des gens travailleurs. Et le riz aujourd'hui est leur principale culture. 80% du riz cultivé hors aménagement vient des îles. Pas seulement Sinder, bien sûr, il y a les îles environnantes, les cantons environnants aussi, comme Courtey et Dessa et Aïrou aussi qui produisent du riz. Donc ce sont des gens travailleurs et ils cultivent le riz et ils cultivent le mil également. Et il y a des marchés traditionnels. Oui, il y a des marchés traditionnels. Il y a des marchés traditionnels, le marché de Tlavéry, qui est deux fois par semaine, mercredi et dimanche. Le marché de Yolwani le samedi, le marché de Sakwara le lundi, le marché de Fala le vendredi, le marché de Meana le jeudi. Ce sont ces marchés traditionnels-là qui sont alimentés par des produits provenant de Sinder. Bien que maintenant, au passage, tous ces marchés-là ont été rattachés aux autres communes et Sinder ne possède plus de marché aujourd'hui sur le plan communal. Honorable, venons maintenant aux enjeux actuels et les perspectives pour d'abord poser la question de savoir quels sont selon vous les défis majeurs auxquels le canton est confronté aujourd'hui. Le premier défi aujourd'hui, c'est l'accroissement démographique. Les îles sont petites, les îles sont pleines. Avec le changement climatique également, il y a beaucoup d'inondations. De ce fait, il manque de terres dans beaucoup d'endroits pour pouvoir permettre aux gens de cultiver. Les gens sont obligés de se déporter dans les communes voisines, d'où le conflit avec les autres communes qui veulent les recenser dans leurs différentes communes et ça fait des frictions et des problèmes intercommunaux. L'autre défi également, par exemple en termes de culture aujourd'hui, c'est le foncier.
le foncier, l'héritage, etc. Il y a également, pour augmenter la production, le prix de l'engrais. Aujourd'hui, si vous voulez une production optimale, il faut mettre de l'engrais. Et le sac d'engrais est passé de 3 000 francs à 10 000 francs, ça s'est stabilisé un peu. Et aujourd'hui, c'est passé jusqu'à 25 000, 30 000 francs un sac d'engrais. Ce qui fait que le prix du sac de riz a flambé également, passant de 11 000, 12 000 jusqu'à 24 000 à 25 000 francs en période de soudure. Bien entendu, une fois que la récolte est abondante, le sac peut chuter à 12 000 francs l'unité. Mais en période de soudure, le sac remonte, le prix du sac remonte à 24 000 à 25 000 francs. Et du coup, ça entraîne des difficultés à la ménagère pour pouvoir trouver du riz à manger. Donc l'autre défi, à un moment, il y a eu, les gens se sont adonnés à la production du tabac. Le prix du sac de tabac est monté jusqu'à 100 000 francs. Les gens, beaucoup ont abandonné les cultures de contre-saison pour faire du tabac parce que ça rapporte de l'argent. Mais malheureusement, avec la Convention internationale de lutte contre le tabac, partout on combat le tabac et le prix du sac de tabac a rechuté à 1 500 francs. Donc on est encore en train de sensibiliser les gens pour qu'ils reviennent aux cultures de contre-saison traditionnelles pour pouvoir s'en sortir. Donc ce sont là quelques défis, mais que nous essayons de combattre. Nous avons fait également un forum en janvier 2022 à Sinder et nous avons listé 4 priorités auxquelles il faut s'attaquer si on veut sortir de ces difficultés-là. La première priorité, c'est la paix, la sécurité, la cohésion sociale. Aujourd'hui, le Niger, surtout l'ouest, la région de Tillabéri, est attaqué partout par ces bandits armés et le canton de Sinder également n'est pas épargné. Bien qu'il leur est difficile quelquefois de passer dans les îles, mais les animaux qui sont sur la rive droite ou sur la rive gauche également sont volés par ces bandits-là. Donc il y a également le deuxième aspect sur lequel nous avons discuté après la paix et la sécurité, c'est l'agriculture, le renforcement de l'agriculture, donc la sécurité alimentaire. Donc vous avez vu, c'est une priorité du gouvernement également, depuis les événements du 26 juillet, les gens se sont adonnés à la culture des vivrières, toutes les cultures de contre-saison, ce qui fait qu'un peu partout au Niger également, vous voyez que les marchés sont inondés par ces cultures-là. Les gens de Sinder ne sont pas en reste. Ils ont également, se sont également mis à la culture de ces produits-là. L'autre sur lequel on s'est penché, le troisième élément, c'est l'éducation. L'éducation, c'est un gros défi dans le canton de Sinder. L'école peut être dans le village principal qui est une île, mais les petites îles, les enfants doivent prendre la pirogue pour venir à l'école. Donc ces pirogues-là, s'il y a du vent, peuvent chavirer. Même si les enfants savent nager, s'en sortir, ils vont perdre leur cahier et leurs livres. Si l'hippopotame aussi se pointe à l'horizon, il faut ou attendre qu'il passe ou bien contourner. Ça entraîne également des problèmes, des pertes de temps et un retard dans la fréquentation. Il y a également le problème de la jeune fille. Au primaire jusqu'au CEG, les filles sont les plus nombreuses à l'inscription. Mais petit à petit, les parents préfèrent les marier que de les laisser poursuivre leur éducation et devenir des cadres. Donc aujourd'hui, ce sont ces défis auxquels nous sommes confrontés. Le quatrième, enfin, c'est le défi du maintien de la culture. Ce qu'on faisait pendant les mariages, pendant les baptêmes et lors des décès. Donc, comment dirais-je, au moment des mariages, il y a des dépenses exorbitantes, il y a un gâchis des aliments impossible. Donc, nous sommes penchés sur ça pour demander aux gens de revenir sur des cultures, de revenir à l'authenticité. Le prix du mariage, on a cassé ça à 350 000 francs. C'était des millions avant. On a également limité le nombre de jours de mariage à un seul jour, donc une seule nuit. Et également, certaines dépenses
que faisaient les sœurs du jeune marié, on les a interdites pour pouvoir permettre aux sœurs qui embêtent leur mari pour donner de l'argent pour pouvoir mettre fin à toutes ces pratiques-là. Au niveau des mariages également, il y a un certain nombre de restrictions, de propositions d'amélioration qui ont été faites. Et même au niveau des décès, où aujourd'hui avoir un décès est synonyme de dépenses exorbitantes, tout ça, on a mis fin à ça au cours de ce forum de janvier 2022 pour permettre aux gens, sur le plan culturel, de respecter leur culture, mais de ne pas se noyer financièrement dans les dépenses liées à ces cultures-là. Oui, honorable, certes, l'État il fait beaucoup, il continue de faire, mais il reste d'autres priorités auxquelles vous attachez et qu'il les faut pour aller vers, en tout cas, la modernisation du canton de Zinder, quand on sait que ce sont des îles. La question de l'électrification, la question sanitaire aussi, de quoi disposez-vous comme infrastructure à ce niveau et de quoi aussi avez-vous besoin, toujours par rapport à l'État qui vous accompagne dans ce sens? Vous avez touché du doigt un problème très sérieux. Le problème de l'eau potable. Oui. Il y a l'eau du fleuve partout, mais cette eau n'est pas potable. Les forages modernes qu'on a construits sont dans un état piteux aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de prendre l'eau du fleuve pour la purifier, mais là aussi, les pompes et les dispositifs qu'on a mis en place dans 11 villages, aujourd'hui, après 2 ans, ne fonctionnent plus. Donc les gens retournent aujourd'hui à la consommation de l'eau du fleuve, soit en utilisant du pur ou bien du aquatable, ce qui peut aussi créer d'autres maladies. Donc le problème de l'eau potable reste entier. Il y a également le problème, comme vous le dites également, des infrastructures sanitaires. On crée des cases de santé, et ces cases de santé n'évoluent pas en CSI pour pouvoir permettre d'amener du personnel qualifié. Et également la maintenance de ces infrastructures, notamment les écoles, les dispensaires, la maintenance ne suit pas, de telle sorte que c'est dans un état de délabrement très piteux. L'électrification. L'électrification également. On a pu amener de l'électricité à Sawani, à Garier, à Darbani, mais sur les 45 villages du canton, c'est les seuls qui ont aujourd'hui l'électricité. Donc tout le reste, là, le problème reste entier. Honorable, vous, en tant que chef, quelles sont vos priorités pour préserver et développer non seulement le patrimoine culturel de Zinder, mais également le canton en tant que tel, pour qu'il prospère et reste un canton aujourd'hui en mutation avec le temps? Merci beaucoup. C'est pour ça que je dis que nous avons fait un forum pour pouvoir se pencher en premier lieu sur ces 4 priorités-là d'abord. La paix, la sécurité, la cohésion sociale, l'agriculture, donc la sécurité alimentaire, l'éducation et le respect des cultures. Bien entendu, aucune priorité n'est à négliger, mais au moins on se fixe pour objectif que d'ici les 2 ans à venir, sur ce plan-là, on fasse de grandes avancées. Il y a également d'autres priorités comme la pisciculture. Il y a de l'eau partout, on peut faire la pisciculture. C'est une autre priorité. On n'en a pas discuté au cours du forum, mais on pense que ça permet aux gens d'avoir une activité génératrice de revenus qui peut leur permettre de s'en sortir pour payer l'éducation des élèves, pour payer la santé des enfants et pour parer à d'autres dépenses. Donc il y a vraiment des priorités, un combat à faire, oui. Et il y a également beaucoup de défis également, parce que la plupart des projets qui évoluent dans la région de Tillabéri ne veulent pas aller dans les îles. Oui. Les projets sont le long des routes, sur la terre ferme, mais quand on leur parle de prendre la pirogue pour aller dans une île, ils ne veulent pas y aller. Donc de telle sorte qu'aujourd'hui, très peu de projets interviennent pour aider les gens à faire face à ces défis. Alors, quel message souhaitez-vous adresser en direction de la population ou des jeunes de Zinder
qui suivent cette émission, mais de façon générale en direction de la population nigérienne dans son ensemble à travers cette émission. Merci beaucoup. Effectivement, ce message s'adresse à toute la jeunesse aujourd'hui. L'éducation est la clé du succès. Mais l'agriculture, il ne faut pas la négliger. Les gens veulent être des fonctionnaires, travailler dans des bureaux. Mais on se rend compte aujourd'hui que si on se met à l'agriculture, on peut gagner 10 fois, sinon 20 fois ce qu'on gagne par mois en tant que fonctionnaire. Rien que par la vente de melons à 3 000 francs l'unité, si en 3 mois vous produisez 1000 melons, vous avez 3 millions. Ouais. Ça, c'est le salaire de 3 ans d'un fonctionnaire que vous gagnez en 3 mois. Oui. Donc, on veut que les jeunes étudient, bien sûr, mais aussi que les jeunes reviennent à l'agriculture, reviennent à la terre pour pouvoir s'en sortir. L'exode rural, quelquefois, ne mène à rien. Les gens vont là-bas, ils vont s'adonner à la drogue, ils vont s'adonner à la prostitution, ils vont s'adonner à beaucoup de vices et reviennent pour ne pas aider le village. Donc on pense que la jeunesse, on doit faire notre autocritique, on doit aider la jeunesse à s'installer et à faire des activités génératrices de revenus ici même chez nous plutôt que de s'exiler. Renforcer également tout ce qu'on connaît comme activité génératrice de revenus, que ce soit l'élevage, que ce soit la pisciculture, la volaille, pour que les jeunes puissent avoir des activités qui leur permettent de s'organiser, d'avoir des sous. L'argent qu'ils vont chercher ailleurs, ils peuvent trouver ça ici sur place au Niger. L'autre chose, c'est surtout pour la jeunesse féminine, tout ce qu'on connaît comme mariage forcé, tout ce qu'on connaît comme mariage arrangé, il faudrait qu'on donne la chance à la jeune fille d'aller à l'école, parce qu'une femme émancipée, une femme qui a reçu son éducation, est une femme qui peut aider la nation. Donc c'est vraiment un cri du cœur pour que les parents mettent leurs enfants, surtout les filles également, à l'école. Nous avons aujourd'hui des femmes présidents, nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes députées, nous avons des femmes directrices. Donc la femme également peut faire tout ce que l'homme peut faire. Il faudrait la laisser étudier pour pouvoir s'épanouir et aider sa famille, aider ses enfants, aider son village et aider la nation. Donc il lance également un cri du cœur au niveau du gouvernement. Aucune partie du pays ne doit être laissée de côté. Que l'on soit dans les îles ou dans les déserts, le développement ne doit pas, ces gens ne doivent pas être laissés de côté par rapport aux actions de développement. Ce n'est pas parce que la personne est dans les îles et on ne veut pas rentrer en pirogue qu'on ne doit pas aller les aider à se développer. Surtout qu'il y a une grande capacité de production qui se trouve dans ces îles-là. C'est donc par ce message empreint de sagesse que nous disons merci à vous, honorable Amir Sender, docteur Mamoudou Harouna Gingere. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à notre équipe de Rencontres de Culture. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir consacré votre temps. Pour suivre cette émission, nous étions aujourd'hui à la découverte du canton de Sender dans la région de Tillabéri avec l'honorable chef du canton, docteur Mamoudou Harouna Gingere. Et merci également à mon équipe, cette équipe qui m'accompagne, à vous réaliser, à vous présenter ce rendez-vous Rencontre de Culture sur Télé Sahel et TAL TV RTN. Et je vous souhaite d'agréables moments et on se dit à la semaine prochaine. Plus adieu pour un autre numéro de Rencontre de Culture.